Aujourd'hui, nous allons parler d'ennemis, d'obstacles, et il se trouve que le premier obstacle qui se dresse face à nous, quelle que soit la situation, c'est nous-mêmes. Alors, pas forcément à cause de notre personnalité ou de nos capacités, mais pour moi, c'est surtout à cause de deux manques. Donc, d'abord, le manque de confiance en soi, et ensuite, le manque en autonomie. Et pour réduire ces deux manques, il y a sans doute des tas de méthodes. Moi, celle que je connais, c'est la pédagogie Montessori, qui traite le problème à la source, c'est-à-dire dès l'enfance. En fait, elle est notamment appliquée dans l'école où moi j'ai fait ma maternelle et mon primaire, et où ma mère enseigne en CM1 et CM2. C'est l'école Jeanne d'Arc à Roubaix. Et cette pédagogie, c'est celle-là que je vais vous présenter aujourd'hui, parce que pour moi, elle présente des tas d'avantages. Alors, il faut savoir que, bien qu'elle soit très peu répandue aujourd'hui en France, elle a en fait vu le jour il y a plus d'un siècle, en 1907, lorsque Maria Montessori, première femme médecin italienne, a obtenu son diplôme, et elle est alors affectée à un hôpital psychiatrique dans lequel elle doit s'occuper d'adultes et d'enfants considérés comme retardés. Et en fait, à travers un immense travail d'observation et d'expérimentation, elle va parvenir à emmener ces enfants considérés comme retardés au même niveau scolaire que des enfants dits normaux. Et après ça, elle va ouvrir sa première maison des enfants qui accueille donc des filles et des garçons de 3 à 6 ans et avec qui elle va construire sa pédagogie. L'idée principale qu'elle va en dégager, c'est le maître et l'enfant. En fait, ce qu'elle va remarquer tout de suite, Maria Montessori, à travers cette observation, c'est que l'enfant est de nature curieuse. En fait, il a une tendance naturelle et irrésistible au travail. Et en plus de ça, sa motivation et sa concentration ne seront d'autant plus importants si c'est allié à sa propre volonté. C'est-à-dire qu'un enfant sera d'autant plus productif, efficace et motivé s'il effectue une activité qu'il a attirée dans un premier temps. Et c'est pour ça que nous nous devons de considérer l'enfant comme le constructeur de sa propre intelligence. Maria Montessori considère que le rythme est un caractère propre à chacun, au même titre que la forme du corps, et qu'on ne peut en changer sans souffrance. Et c'est pour ça qu'il faut respecter le rythme de chaque enfant, et les résultats n'en seront que plus concluants. Alors pour vous donner un exemple tout simple, moi dans ma famille, on est donc 3 enfants, on est tous passés par la même école, et on a tous appris à lire à des âges très différents. L'un en moyenne section, l'autre en grande section, et le dernier en CP. Et aujourd'hui, on est tous les trois de très grands lecteurs, et sûrement parce qu'on a pu apprendre à lire au moment où nous en avions réellement envie. Alors bien sûr, vous me demanderez, mais que se passe-t-il quand un enfant n'exprime jamais l'envie d'apprendre à lire, par exemple? Je vais vous répondre ce que j'ai dit plus tôt. L'enfant a une réelle soif d'apprendre, et il faut avoir confiance en cette soif. D'ailleurs, Maria Montessori, pour soutenir ça, elle va parler de périodes sensibles. Ces périodes sensibles, elles s'expriment chez tous les enfants, entre 3 et 6 ans, et elles vont concerner le langage, la coordination, l'ordre, les sens et la sociabilité. Elles sont relativement courtes et passagères, mais assez longues pour que l'enfant ait le temps d'apprendre ce dont il a besoin. Alors l'idée, c'est d'avoir un environnement qui sera capable de respecter le rythme et les besoins de chacun. Maria Montessori, elle va donc imaginer des classes qui vont présenter différentes activités à l'enfant, et celui-ci, il ira naturellement et volontairement vers les activités qui attirent son attention et son intérêt. Donc, en général, une classe Montessori, ça va présenter plein d'étagères à la hauteur de l'enfant. Et ces étagères, dessus vont être disposées des différentes séries de matériel. Donc, ce qu'on va considérer un matériel dans la méthode Montessori, ça va être des plateaux ou des boîtes avec plusieurs petits objets qui vont permettre de réaliser une activité. En fait, Maria Montessori, elle va beaucoup miser sur la manipulation parce qu'elle est convaincue que la main est l'instrument de l'esprit et que c'est de cette manière que l'enfant apprendra le mieux. Donc les activités, elles sont réfléchies de façon à toujours apporter quelque chose à l'enfant, et ce de manière plus ou moins évidente. Donc par exemple, de manière évidente, on va avoir des boîtes présentant des lettres rugueuses qui vont amener ensuite l'enfant vers l'écriture ou la lecture. Et de manière plus subtile, on va avoir des activités qui vont impliquer des petits objets que l'enfant il devra tenir donc à 3 doigts. Et en fait, cette manipulation à 3 doigts, il va ensuite l'utiliser notamment pour l'écriture plus tard. Et donc, toutes ces activités qui sont proposées par la pédagogie Montessori, c'est le résultat d'années d'études et d'expérimentations faites à travers le monde. Donc, on peut réellement dire que ce qu'on va trouver dans les classes Montessori, c'est des activités qui ont été choisies par les enfants. Et tout ce qui est présent est réfléchi et mesuré de manière à attirer leur attention et à les aider à développer leur concentration. Donc, avec tout ce matériel à disposition,
Donc, comme je vous l'ai dit, l'enfant, il aura la liberté de choisir ce qu'il veut faire. Mais surtout, il va avoir la possibilité de répéter autant de fois qu'il le souhaite une activité. Ça va être très bénéfique, notamment aux enfants qui ont besoin d'un peu plus de manipulation, un peu plus d'expérimentation. Et ben, ils auront la possibilité de le faire. Et puis ensuite, une fois que la leçon est assimilée et est apprise, l'enfant, il a la possibilité de recommencer l'activité pour avoir la satisfaction de savoir faire et la satisfaction d'avoir fait un progrès. Alors après, bien entendu, le but, c'est pas que l'enfant fasse ce qu'il veut quand il veut. Une activité doit toujours être constructive. Mais d'ailleurs, l'enfant, il ne peut pas utiliser un matériel tant qu'on ne lui a pas présenté. Donc là, c'est au rôle de l'éducateur. C'est l'éducateur qui va lui montrer comment manipuler le matériel. Il va lui montrer et il va lui faire faire. Parce qu'en fait, un enfant, en général, il aura beaucoup plus de difficultés à se concentrer sur des énoncés oraux plutôt que sur des énoncés pratiques. Et donc, à travers cette leçon, l'enfant va beaucoup plus facilement apprendre. Et une fois qu'il aura compris le but de l'exercice, il va pouvoir le refaire autant de fois qu'il en aura besoin. Et de plus, il n'aura pas besoin d'intervention extérieure pour se corriger. En fait, il va pouvoir se corriger tout seul, soit parce que c'est très simple de voir s'il a eu bon ou non, soit parce qu'il aura un système d'autocorrection appartenant au matériel. Et donc, ça va lui permettre de rester dans son rythme tout seul, sans avoir nécessairement besoin d'une aide extérieure, qui risquerait donc de casser son rythme d'apprentissage. Alors après, les activités, elles sont beaucoup dans la manipulation, mais on va aussi avoir beaucoup d'enfants dans les classes Montessori qui vont sembler très passifs. Et puis d'un coup, du jour au lendemain, ils vont commencer à travailler et ils vont apprendre en fait très vite. Donc mon frère, il était comme ça, il avait tendance à juste se balader dans la classe, beaucoup observer et en fait apprendre en observant et ensuite reproduire. Et l'enfant, dans une classe Montessori, il a tout à fait la possibilité de faire ça et d'observer les autres. Et pour que ça se fasse bien, c'est à l'éducateur d'instaurer quelques règles. Donc une qui est très simple, c'est de demander aux enfants qui donc se baladent dans la classe et qui observent de garder les mains derrière le dos pour en fait s'empêcher eux-mêmes d'intervenir dans l'activité d'un autre élève, pour que l'autre élève il puisse travailler seul et bien sans intervention extérieure. Et puis un autre phénomène qu'on observe chez l'enfant, en maternelle notamment, c'est sa nature assez individualiste. Un enfant jeune, il n'a pas nécessairement besoin d'être constamment avec les copains. Il va en fait avoir envie d'apprendre et d'expérimenter tout seul et pas forcément de travailler avec d'autres. Et de la même manière, il ne va pas avoir besoin, il ne va pas réclamer d'aide s'il n'en a pas réellement besoin. Parce qu'en fait, plus la tâche est difficile et plus ça va l'inciter à travailler, plus ça va susciter sa curiosité et plus il va redoubler d'efforts en fait pour réaliser sa tâche. Et puis, de la même manière, un enfant ne va pas naturellement aller en aider un autre si celui-ci n'a pas réclamé d'aide. Et c'est vrai que c'est l'inverse chez les adultes. Nous, on a tendance à très vite vouloir aider tout de suite, surtout les enfants. Et en fait, faire ça sans que l'enfant nous demande de l'aide, ça risque au contraire de casser son rythme, son autonomie et sa confiance en lui. Et puis, en plus de ça, de toute manière, un enfant, ça n'a pas vraiment honte de ne pas savoir ce que les grands savent. Parce qu'ils savent bien, en fait, au fond d'eux, que ce sera leur tour plus tard. Et c'est pour ça qu'ils sont contents déjà de se balader dans la classe et d'observer les autres, mais c'est aussi pour ça qu'ils vont accepter de recevoir une leçon d'un autre élève. En fait, les classes Montessori, en général, ça va être des classes à plusieurs niveaux, donc 2 ou 3. Et ça va permettre cette interaction de plus jeune avec le plus âgé. Et donc, en fait, le plus jeune va pouvoir, s'il veut apprendre à utiliser un nouveau matériel, va pouvoir aller demander à un plus âgé. Et alors, l'avantage à ça, il est triple. Donc, premièrement, même si l'enfant est relativement individualiste, l'interaction sociale est très importante et il ne peut qu'en profiter. Deuxièmement, l'enfant qui va donner la leçon, en fait, ça va lui faire augmenter sa confiance en lui parce que l'éducateur lui a accordé cette confiance, lui a donné l'autorisation de donner la leçon au plus jeune. Et puis troisièmement, ça va libérer du temps pour l'éducateur. Parce que si on regarde la pédagogie Montessori comme ça et qu'on se dit l'éducateur, il doit constamment donner une leçon individuelle à chaque élève dans sa classe, à chaque fois que l'élève va apprendre une nouvelle activité à utiliser un nouveau matériel, on se demande bien comment ça va marcher dans une classe de 28. Mais en fait, l'éducateur, il peut se reposer sur les plus grands, sur les plus grands élèves et sur la méthode d'autocorrection dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Et du coup, comme ça va de temps en temps lui libérer du temps dans le sens où il va avoir tous ses élèves qui seront occupés à une tâche et lui, il va pouvoir faire en fait le travail fondamental d'un éducateur, qui est le travail d'observation.
Et c'est pendant ces temps-là qu'il va pouvoir repérer des tas de choses. Il va pouvoir voir où en sont ses élèves, comment ils avancent, comment ils travaillent. Donc la première chose qu'il va pouvoir repérer, c'est si un élève fait un travail efficace et utile, ou si au contraire, il est en train d'effectuer une tâche à répétition par peur d'aller vers la nouveauté. Et là, c'est le rôle de l'éducateur, de l'emmener doucement vers de nouvelles activités qui lui correspondent. De la même manière, l'éducateur, il va voir si un élève utilise mal le matériel sans comprendre le but, sans respecter la leçon donnée au départ. Là encore, son rôle, ce n'est pas de casser l'enfant dans son rythme et de lui faire comprendre qu'il fait mal les choses. L'idée, c'est de le ramener doucement vers le chemin voulu pour que l'activité qu'il est en train de pratiquer soit réellement utile. Ensuite, il va aussi profiter de ce temps pour repérer les envies de ses élèves. Par exemple, s'il voit qu'un enfant est naturellement attiré par les activités de lecture ou d'écriture, eh ben, il va lui présenter le matériel adapté, parce qu'en fait, à ce moment-là, l'enfant il est sans doute en plein dans sa période sensible et il faut en profiter. Et puis finalement, l'éducateur il va faire attention à ce que les binômes de travail qui ont été créés, qui ont pu être constitués, ils sont efficaces. Parce que, notamment chez les plus grands, en CM1, CM2, quand on travaille avec nos copains, on n'est pas forcément très efficace. Moi, je sais très bien qu'il y avait des amis avec qui il valait mieux pas que je travaille, ou alors on n'allait pas avancer de la journée. Alors, c'est à l'éducateur de s'assurer que les binômes fonctionnent correctement. Et donc, au final, le rôle de l'éducateur, c'est d'offrir de la liberté à l'enfant pour que celui-ci gagne en autonomie et en confiance en lui. Mais on ne peut entrer dans la liberté que si on la maîtrise. Et c'est pour ça qu'il y a tout cet ensemble de petites règles. C'est pour aider l'enfant à maîtriser cette liberté. Alors maintenant, je me rends bien compte qu'avec toutes les informations que je vous ai données là, vous devez avoir plein d'autres questions. Et pour être honnête, j'ai sans doute pas toutes les réponses. Parce que moi, ayant vécu la méthode Montessori, je me suis réellement intéressée au sujet que quand j'ai compris que tout le monde ne l'avait pas forcément expérimenté et que j'ai essayé de l'expliquer à mes amis autour de moi. Alors pour faire ça, je dois faire preuve d'abstraction, je dois essayer de me mettre à votre place et c'est pas forcément évident. Alors, j'espère que vous aurez envie d'en savoir plus sur cette pédagogie parce que moi, je suis convaincue que l'immense panel de possibilités qu'elle présente ne peut être que bénéfique. Alors parlons-en, renseignons-nous, donnons-lui la visibilité qu'elle mérite pour avoir accès à toutes ces possibilités, pour que les enfants y aient accès. Merci.